Bonsoir, je suis Orwin Avalon, haha, pour vous servir. Et ce soir, le plateau des demandes fait état d'une question amusante. Il s'agit de l'inversion des polarités. Je ne sais pas si c'est un plateau d'argent ou d'or, mais en tout cas, la question est bien là, sur le plateau. Et bien sûr, argent ou or, parce que tout ce qui vient directement à l'esprit, c'est le Soleil et la Lune. Alors qu'en allemand, on a der Mond et die Sonne. Ce serait donc la Soleil et le Lune. Comment expliquer cela? Sur un continent, sur un même continent. On ne peut pas dire que l'Allemagne soit tellement éloignée de la France, par exemple. Et pourtant, la conception est fondamentale. Or, le Soleil et la Lune, quelque part, sont un aspect extrêmement important de la polarité. Voilà. Alors, déjà, on peut se poser la question de pourquoi, lorsque nous nous regardons dans un miroir, l'image qui nous est renvoyée est inversée. C'est quand même bien étonnant. Si vous regardez dans un lac, vous aurez le même phénomène. Ce qui signifie que un lac est aussi un miroir et que les miroirs nous renvoient une projection inversée de nous-mêmes. Donc, si vous voulez, quand je me regarde dans un miroir ou dans un lac, la gauche passe à droite et la droite devient la gauche. Donc, si vous voulez, il faut que je me regarde de l'extérieur, enfin, que je prenne les yeux de quelqu'un d'autre pour me voir à ma place. J'adore ce genre de phénomène. Et alors, le Soleil et la Lune, pourquoi est-ce que le Soleil est masculin et la Lune est féminine? Bien sûr, je parle des langues latines. En fait, la Lune reçoit les rayons du Soleil et le Soleil est émissif envers la Lune. Donc, à partir de cette observation, il est logique de donner au Soleil le genre masculin et à la Lune le genre féminin. Mais en même temps, si vous vous situez par rapport à la Terre, la Lune n'est pas du tout réceptive. Voilà. La Lune, par contre, exerce une action extrêmement puissante sur la Terre, et dans l'action qu'elle exerce sur la Terre, elle est extrêmement émissive. Elle régit les marées, elle éclaire aussi, c'est une chose extraordinaire, elle éclaire dans la nuit. Et donc, or, si vous voulez, éclairer la nuit est une action beaucoup plus puissante, quelque part, qu'éclairer le jour. Si vous mettez, parce que le jour, il est normal qu'il y ait de la lumière, alors que la nuit, ça signifie avoir une action démultipliée. Et donc, vous pouvez imaginer nos ancêtres primitifs, entre guillemets, s'émerveiller de la puissance de la Lune la nuit. Et puis, la Lune dirige toute la cohorte des forces nocturnes aussi. C'est un chef d'armée. La Lune change son rayon d'action
de façon radicale en cycle montant ou descendant. La Lune, par exemple, en plus de régir les marées, régit les cycles menstruels de la femme. Elle régit les humeurs aussi. Et on sait que la pleine lune a une action tellement puissante qu'elle rend euphorique certaines personnes, qu'elle en empêche d'autres de dormir. La lune est une puissance considérable. Alors que le soleil, l'action du soleil peut paraître beaucoup plus routinière et régulière. La lune régit donc les cycles menstruels de la femme. Les 7 premiers jours après les menstruations, c'est le printemps. Les 7 jours suivants, l'été. Du 14e au 20e jour, au 21e jour, l'automne, et du 21e aux nouvelles menstruations, l'hiver. Et la Lune exerce donc une action considérable sur la psyché féminine. Voilà, donc on a un premier regard, l'essence rendant possible l'attribution d'une figure masculine à la Lune. Mais vous avez aussi cette inversion des polarités est extrêmement importante parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, dans le plan physique, l'homme est masculin et il est masculin dans le plan mental, pendant que la femme est émissive sur le plan émotionnel et spirituel. Et la femme, dans, on va dire, son émotionnalité et sa spiritualité émissive est toujours en lien avec la Lune. Donc la Lune, quand elle agit sur l'émotionnel et sur le spirituel de la femme, est totalement émissive, rend la femme émissive. La question que je me pose, c'est que je me demande si justement cette perception, cette inversion des polarités ne vient pas d'une époque lointaine où régnait le matriarcat. C'est le temps des Amazones. Et il y a une histoire que j'adore et qui est en lien avec cela. Il y avait dans les Pyrénées, Pyrénées qui signifie chariot de feu, dans les temps très reculés, un jeune homme qui s'appelait Rama. Et Rama était un jeune homme quand se répandit sur toute la région où il vivait une maladie épouvantable et qui faisait mourir énormément de gens, une épidémie, voilà. Et le monde celtique était gouverné par les femmes et les femmes vouaient un culte délirant à la lune, qui était vraiment, on va dire, l'astre complètement dominant dans leur tradition. Et plus l'épidémie augmentait, plus elle faisait des sacrifices humains à la Lune, hein, dont une des représentations deviendra Hécate dans le monde gréco-romain. Et évidemment, ça n'arrangeait rien du tout. Et le jeune Rama eut des rêves et dans lequel lui était donnée la thérapie. Et cette thérapie était à base de ghee. Hein, donc, il y avait donc toute une préparation à base de ghee
ça a été repris, c'est la potion magique d'Astérix, ça date de Rama et on va dire, de la guérison miraculeuse que son rêve a permis de faire de cette maladie terrible qui frappait le monde celtique à cette époque-là. Le monde celtique a été sauvé de cette plaie abominable. Et évidemment, Rama est devenu extrêmement populaire et il a proposé aux Amazones on va dire, d'arrêter les sacrifices humains. Elles ont refusé. Et donc Rama est parti, il a quitté, pour ne pas provoquer une guerre civile, il est parti vers l'Est et il a unifié pratiquement tout le monde antique il y a déjà beaucoup de milliers d'années et il a réalisé l'âge d'or, d'après les légendes. Et il a mis fin au matriarcat. Et j'ai l'impression donc on va dire la langue germanique a des racines tellement anciennes qu'elle peut qu'on peut peut-être les faire remonter au matriarcat avec le mythe des Valkyries. Il y a ces personnages féminins très particuliers. En ces temps très reculés, c'est la lune qui recevait les hommages les plus appuyés des guerrières. Et le soleil était complètement, on va dire, repoussé au deuxième rang. Voilà. Et on a un bel exemple d'inversion des polarités, en lien avec l'histoire que certains traitent de mythologie sur cette planète. Mais l'inversion des polarités, ça va encore plus loin. C'est une loi absolue de passage d'un plan à un autre. Par exemple, si vous lisez 258 dans le plan astral, imaginez une voyante capte de l'information chiffrée dans le plan astral. Eh bien, le plan astral étant inversement polarisé avec le plan physique, il faudra qu'elle lise 852. Le plan mental, à son tour, voit une inversion des polarités. Et comme on l'a vu, les polarités entre le plan physique, émotionnel, mental et spirituel s'inversent à chaque fois. Et de la même façon, quand on passe d'un plan dimensionnel à un autre, les vitesses de rotation maximale, on va dire, des différents niveaux de Merkaba s'inversent à leur tour. Alors là, je ne vais pas, c'est trop compliqué à expliquer. Pour passer d'un niveau dimensionnel à un autre, il faut augmenter de façon considérable la vitesse. Voilà. Et il y a une science gigantesque derrière ça. Et cette science explique que la quatrième dimension, la troisième dimension est masculine, la quatrième féminine, la cinquième masculine, la sixième féminine, ainsi de suite. Et voilà, il y a plein de, on va dire, de conclusions que l'on peut tirer par rapport à ce postulat. Donc, c'est exactement, si vous voulez, comme si chaque dimension était le miroir inversé de la précédente. Et ça, c'est passionnant parce que, si vous voulez, ça veut dire que, par exemple, nous sommes sur le plan physique dans une dimension masculine où où il faut faire un boulot gigantesque pour obtenir ce qu'on veut. Hein, ça, je crois que personne ne va le nier. Eh bien, pour faire un saut
quantique, il faut basculer de la puissance d'activité au lâcher-prise total. Voilà, et c'est la raison pour laquelle la clé du passage aux fréquences avec la Terre, et la Terre est bombardée actuellement pour réaliser un saut quantique, exige que nous nous transformions vraiment en une éponge énergétique des mondes supérieurs. Et si vous voulez, ce plan, ce changement complet, c'est on va dire qu'on devient un réceptacle total des forces solaires pour qu'elles, justement, que ces forces posent leur empreinte de transformation jusque dans le cœur le plus profond de nos cellules. Voilà, voilà. Et ce sont ces forces solaires, lorsque nous serons capables de les laisser complètement nous imprégner, qui vont permettre le basculement de la conscience vers la nouvelle époque qui, j'espère, ne va pas tarder à arriver, mais qui est déjà là dans notre conscience solaire. Tout est déjà réalisé. Et que tout le travail, c'est de s'ouvrir à cette puissance qui se déverse sur nous. Voilà. Et s'ouvrir, c'est devenir complètement réceptif, je veux dire, presque en crucifixion, parce que quelle fonction plus réceptive que la crucifixion, hein? Voilà, donc nous sommes tous des crucifiés en herbe, mais c'est une très belle crucifixion puisqu'il s'agit de laisser la lumière, il s'agit de s'abandonner complètement à la lumière. Voilà, donc merci pour votre patience de m'avoir écouté. Et voilà, et j'espère que vous ferez de beaux rêves cette nuit et que la lune et le soleil ne vous apparaîtront pas trop embrouillés dans vos rêves. Voilà, bon travail à tous.